C'est pas possible. Cette bataille n'en finit jamais. Et je commence à avoir la dalle, moi. Je vais finir par attaquer un ennemi juste pour piquer son sandwich. T'inquiète, j'ai prévu le coup. Regarde dans ta besace. Qu'est-ce que c'est que ça? Une potion de vigueur? Mieux, c'est Y-Food. Bois ça, tu vas voir. Tu vas pouvoir repartir comme si tu avais mangé un vrai repas. Mais c'est vachement bon. Y-Food, c'est des boissons qui proposent un repas complet dans une bouteille, équilibré et prêt à boire. Chaque gourde contient 500 kcal, 26 vitamines et 30 grammes de protéines, et ça te cale pendant au moins 3 voire 5 heures. Parfait quand on n'a pas le temps de s'attabler au banquet. Moi, par exemple, pendant mes tournois de combat médiéval, j'ai pas tout le temps de manger, donc je me prends un pauvre sandwich triangle pas du tout nourrissant et qui en plus pèse sur le bide. Mais si j'avais des bouteilles Y-Food, j'aurais la garantie d'un repas sain et équilibré. En plus, vu que c'est liquide, la digestion est super confortable et c'est pratique quand les combats reprennent très rapidement après manger. Et si t'as juste un petit creux pendant le combat, il y a leur barre énergétique. 25 vitamines, riches en protéines et seulement 2,7 grammes de sucre. Et c'est l'encas parfait quand t'as pas le temps et en plus, en vrai c'est super bon. Si vous voulez découvrir le concept, vous avez des packs découvertes pour les bouteilles et les barres énergétiques. Vous pourrez les essayer quand vous êtes par exemple en déplacement sur un long trajet. Mais attention, Y-Food ce n'est pas un régime et ça ne remplace absolument pas une alimentation quotidienne saine et équilibrée. C'est juste pratique, complet et bon dans certaines circonstances, et si ça peut vous éviter de sauter un repas, c'est quand même mieux. Et pendant le Black Friday, du 12 au 18 novembre, profitez du jusqu'à moins 30% sur le site et de moins 5% supplémentaires avec mon code ENLISE-YouTube. Le lien est évidemment en description. Allez, moi j'y retourne. Quand on parle de pirates aujourd'hui, on pense direct à Jack Sparrow qui titube sur son bateau, à des abordages chorégraphiés en slow motion et à des trésors enterrés sur une île avec un grand X sur la carte. Merci Hollywood, merci Pirates des Caraïbes, merci Assassin's Creed Black Flag. Jeu incroyable s'il en est. Dans nos têtes, les Forbans des mers, c'est un mélange entre des clowns ivres et des aventuriers stylés. Mais derrière ce folklore, il y a des types bien réels, beaucoup moins glamour et beaucoup plus dangereux. Les pirates, ça a toujours fait rêver. Même quand ils foutaient le bazar dans les Caraïbes ou sur d'autres mers du globe, les terriens de l'époque se pressaient déjà pour qu'on leur raconte leurs exploits. En gros, c'était les rockstars prolétaires des océans. Sales, dangereux, mais irrésistiblement cool. Mais la question à 1 million de pièces d'or, avec quoi se battaient vraiment nos criminels marins préférés? Eh bien honnêtement, Pirates des Caraïbes n'est pas si éloigné que ça de la réalité, étonnamment. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. En gros, le premier quart du XVIIIe siècle, avec notamment la République de Nassau et la dizaine d'années qui suivent sa chute. Pourquoi ce choix? Eh bien, déjà c'est parce que c'est ce que tout le monde imagine quand on parle de pirates, le tricorne vissé sur la tête, le pavillon noir avec la tête de mort qui claque au vent, le fameux Jolly Rogers, et surtout pas les mecs du 19e siècle en veste moche qui braquent des cargos de morue. Alors petit contexte historique parce que sinon on comprend pas pourquoi tout le monde s'est mis à jouer les Edward Kenway IRL. En 1713 et 1714, plusieurs traités mettent fin à 25 ans de baston quasi non-stop. On parle de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et puis de la guerre de succession d'Espagne. Résultat, d'un coup, des centaines de corsaires se retrouvent au chômage. C'est con ça quand même, avant ils étaient payés cher parce que c'était hyper risqué d'aller casser les navires ennemis, mais en temps de paix, plus de taf, plus de primes de risque, les salaires chutent, et t'avais pas de syndicat à l'époque. Et là, il y a Nassau, une petite île des Bahamas. Déjà pas mal ravagée par les Espagnols et les Français en 1703 et 1706, elle se retrouve sans vrai gouvernement. Ceci dit, un petit peu comme nous aujourd'hui. Du coup, les corsaires qui squattaient, ils deviennent évidemment les patrons du coin, une espèce de république pirate, une base libre sans loi où tout le monde fait sa cuisine. Bon alors après, techniquement, les corsaires avaient déjà continué à piller pendant les périodes de paix. Juridiquement, c'était déjà plus ou moins de la piraterie. Et après 1714, ils ont continué. Sauf que cette fois, la couronne britannique commençait à en avoir ras le cul. Pas contents les Anglais. En 1718, elle envoie Wood S. Rogers, un ancien corsaire avec un deal, une grâce royale si tu rends les armes. Sauf que la majorité des pirates y refusent parce qu'ils s'en battaient les couilles. Et là, Rogers, il décide de se mettre un petit peu en mode GTA. Il ramène la troupe et reprend Nassau par la force. Voilà, vous avez bien profité. Ciao, bonsoir. Après ça, les pirates, ils continuent de sévir, surtout dans l'Atlantique et parfois jusque dans l'océan Indien. Certains établissent même des repères à Madagascar. Mais la fête, elle s'arrête peu à peu, surtout à partir de 1726, quand William Fly et ses hommes finissent pendus. Ça marque un petit peu symboliquement la fin de la piraterie dans les Caraïbes.
Et les pirates de cette époque, c'était pas des pimpins sortis de nulle part, hein. Comme je vous l'ai dit, la plupart venaient de la marine, d'anciens corsaires ou d'anciens marins. Et beaucoup étaient britanniques, mais en vrai, c'était un joyeux melting pot. Hollandais, danois, français, espagnols, portugais, créoles des Antilles, africains, métis, et même probablement quelques marins venus de l'océan Indien, du coup des Indiens, des Arabes ou des Chinois. Il y en avait qui étaient des esclaves en fuite ou des engagés. En gros, des engagés, c'est des Européens que des patrons achetaient pour bosser 7 ans de leur vie afin de payer leur traversée vers le Nouveau Monde. Alors forcément, les mecs, quand ils trouvaient une petite voie de sortie un petit peu plus rentable et surtout plus libre, eh ben, ils fonçaient, hein, ils étaient pas cons. Hein. Le point commun, c'est que presque tous venaient d'un milieu pauvre et rêvaient d'une vie meilleure. Et faut dire que la vie de marin officiel, c'était l'enfer. Discipline ultra rude, marin parfois embarqué de force, salaire pas versé pour t'obliger à rester sur le même navire, et châtiment qui ferait passer Dark Vador pour un animateur de colo. Et encore, t'as pas goûté aux petites attentions de la Royal Navy. Et oui, parce que le pire, c'était les navires de guerre britanniques. Hein. La perfide Albion, encore eux. Là, on parle de flagellation en public, de brimades violentes et surtout du système de la presse. En gros, on pouvait te ramasser dans la rue et te coller un uniforme de marin, et hop, bienvenue à bord. T'avais rien demandé et tu te retrouves embarqué dans une galère. Littéralement. Et il y a beaucoup de pirates qui étaient aussi des héritiers directs des flibustiers de la Jamaïque, par exemple. Ceux qu'on appelle les frères de la côte. Et ces mecs-là, ils avaient déjà posé les bases, un système qu'on appelait la chasse-partie. En gros, le butin était partagé équitablement entre tous les membres de l'équipage. Bon, après, le capitaine, il pouvait toucher le double, et certains officiers importants pouvaient avoir une demi-part ou un quart de part en plus, mais globalement, chacun avait un morceau du gâteau. Mais ça allait même plus loin, les pirates reprenaient aussi l'esprit de liberté de leurs prédécesseurs. Comme le montre l'historien Marcus Rediker dans Les Hors-la-loi de l'Atlantique, on a affaire à une véritable micro-société démocratique. Le capitaine était élu, pouvait même être démis de ses fonctions par son équipage. C'est exactement ce qui est arrivé à Benjamin Hornigold en 1717. En gros, ces hommes en avaient marre qu'ils refusent d'attaquer les navires britanniques, alors ils l'ont viré et ont mis Samuel Bellamy à la place. Et évidemment, impossible de parler pirate sans évoquer le fameux pavillon noir, le Jolly Roger. Chaque capitaine avait le sien, un petit peu comme un logo personnalisé. Mais il y avait toujours les mêmes ingrédients qui sont restés dans l'imaginaire collectif, un crâne, voire un squelette, des armes, parfois un sablier, pour rappeler que ton temps est compté. Bref, un design simple et efficace, et tu voyais ça flotter au loin, tu savais que t'étais dans la merde. Alors oui, les pirates pillaient des navires, se vengeaient quand ils avaient envie, et parfois certains se laissaient aller à une cruauté totalement gratuite. Mais faut pas croire non plus qu'ils tuaient systématiquement tous les équipages qu'ils pillaient. En réalité, leur stratégie était beaucoup plus pragmatique. Enrôler les volontaires, relâcher les autres, et surtout juger le capitaine. Si le capitaine avait traité son équipage correctement, il pouvait souvent repartir peinard, mais si c'était un tortionnaire notoire, là, ça pouvait se terminer par une petite exécution des familles. Et bon, faut dire qu'un marin lambda, déjà condamné à risquer sa vie tous les jours avec un salaire misérable et une hiérarchie brutale, pouvait se dire que la piraterie, c'était pas forcément si pire. Au contraire, la paye était bien meilleure que sur n'importe quel navire marchand ou militaire, la hiérarchie était élue, donc choisie, et tu pouvais même quitter le navire si ça te convenait pas. Bon, souvent avec quelques conditions, mais quand même. Bref, c'était le premier contrat freelance de l'histoire. Sauf que ton coworking space, c'était un 3 mâts qui sentait le goudron et la sueur. Et oui, mais c'est ça qui faisait rêver les foules en Europe. Voir des pauvres s'élever au-dessus de leurs conditions, vivre libre et partir à l'aventure dans des lieux exotiques. Le pirate, c'était à la fois le criminel redouté et le héros populaire. Bon, maintenant qu'on a abordé tout ce contexte historique, rapport Oui bon. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, les joujoux des pirates, l'arsenal, les armes, bref, tout ce qu'ils avaient en main quand ils criaient à l'abordage. Et quand on va parler de tout ça, vous allez comprendre pourquoi je vous bassine depuis tout à l'heure avec le contexte. Bon, on reste toujours centré sur l'âge d'or de la piraterie, donc grosso merdo le premier quart du XVIIIe siècle, mais forcément pour parler des armes, on est obligé d'aller piocher un peu plus large dans le temps, parce que les sources directes sont très très rares. Mais avant de passer des armes en elles-mêmes, oui je sais, pardon, est-ce que les pirates savaient vraiment se battre ? Ou est-ce que c'était juste des pimpins qui prenaient autant soin de leurs dents que de leur escrime ? On l'a vu, du coup, la majorité était d'anciens marins ou d'anciens corsaires. Et à l'époque, les mers, c'était tout sauf tranquille. Et je parle pas de la houle. Chaque navire avait des canons et un stock d'armes à bord, donc même un marin lambda avait forcément quelques notions, au moins des rudiments, pour survivre en cas de grabuge. Pour les corsaires et les flibustiers, la logique était différente. Leur but, c'était pas de couler un navire ennemi, mais de le capturer. Du coup, l'abordage, c'était leur
spécialité. Et abordage, ça veut dire combat rapproché, chaos total, où quelques techniques bien placées pouvaient rapidement te sauver le cul, quoi. Donc oui, on peut raisonnablement supposer que pas mal d'entre eux savaient tenir une lame, appliquer 2-3 astuces de combat et surtout se battre en meute pour prendre l'avantage. Et on a même des sources qui confirment que certains pirates ne se contentaient pas d'improviser avec leurs sabres. Oups, je spoil, les pirates utilisaient des sabres. Le célèbre corsaire Duguay Trouin avait carrément engagé un prévôt d'armes pour former son équipage à la fin du XVIIe siècle. Donc oui, certains mecs avaient droit à des cours particuliers d'escrime, façon club d'arts martiaux avant l'heure. On a aussi le témoignage de Jacob de Bucquoy, prisonnier du pirate John Taylor. Il raconte que l'équipage s'entraînait régulièrement à l'escrime et qu'en plus ils étaient même bien mieux disciplinés que les équipages de la Compagnie des Indes. Les pirates, c'était le club de crossfit hardcore et les marins de la compagnie, c'était le cours de yoga du dimanche matin. Peut-être un poil exagéré. Quand ta survie dépend directement de tes capacités à manier une lame ou à gagner un abordage, t'as tout intérêt à t'entraîner. En revanche, je pense qu'il faut pas non plus imaginer les pirates comme des escrimeurs de salon en train de réciter leurs leçons bien propres. Même si certains ont eu des cours avec des vrais maîtres d'armes, leur manière de combattre devait être beaucoup plus brute et improvisée. Un abordage, c'est pas un duel bien carré avec des témoins et tout le bazar, quoi. Bon, passons à l'équipement maintenant. L'arme mythique des pirates, c'est évidemment le sabre d'abordage, et jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. En anglais, on l'appelle cutlass ou hanger. En français, c'est le sabre d'abordage, le sabre de bord ou le coutelas. Et si vous avez déjà entendu parler du cuillère à peau, c'est uniquement pour la version réglementaire napoléonienne, donc rien à voir avec les pirates de l'âge d'or. Certaines compagnies, comme la Compagnie des Indes néerlandaises, ont même fait fabriquer des versions spécifiques pour leurs marins. Et côté français, Louvois avait fait créer un modèle réglementaire pour l'infanterie de marine. Donc ouais, c'était une arme répandue, pratique et surtout parfaitement adaptée aux espaces exigus d'un navire. Et en fait, pour être très honnête avec vous, des modèles de coutelas, bon, il y en a toute une chier, hein, mais genre vraiment. Mesdames et messieurs, marins d'eau douce et loups de mer Undersea, bienvenue au grand catalogue du sabre d'abordage. Coupez vos cordages, tranchez vos ennemis et faites le ménage dans vos abordages avec notre toute nouvelle collection de coutelas. Disponible en plusieurs tailles et finitions, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le premier modèle, le Shell Hilt hollandais, la Star, grande coquille métallique en guise de garde, pommelle massif, lame courbe, parfait pour des tranchages de proximité. En deuxième modèle, nous avons le Cutlass du Royal Museum, modèle robuste, garde parfois en fer ou en laiton, manche filée, lame généreuse et surtout orienté vers la coupe plutôt que les stocks. Attention, balance lourde, donc les coups de hachage vont être très efficaces sur des points encombrés. Le coutelas à anneau de pouce, variante avec anneau de pouce et parfois double coquille. Ça stabilise la lame pendant les coups puissants, utile quand celle-ci ressemble plus à une hachette qu'à un fleuret. Et ensuite, nous avons le modèle avec un quillon, pour ceux qui aiment les styles plus traditionnels, pour virevolter entre mât et cordage. Pour ceux qui sont orientés plus nature, nous avons les ornements animaux. Certains sabres portent des pommelles en forme de bestiole, souvent pour marquer le rang ou juste pour frimer. Très photogénique si vous voulez avoir du succès auprès des gentes dames dans les ports des Caraïbes. Et enfin, nous avons ce vieux modèle, l'équipement d'un vrai pirate qui a de la bouteille. Fourreau râpé, écusson usé, le signe qu'on n'est pas un jeune mousse dans un bateau flambant neuf, mais bien sur un pont qui sent la pluie et le rhum. Et si vous appelez maintenant, on vous jette en bonus la version coloniale hollandaise, parce qu'un équipage heureux est un équipage armé, et un équipage armé a tendance à partager la paye. Catalogué plus aux Antilles, restez à l'écoute pour notre prochaine édition, grenade artisanale et hache de bord, même heure, même chaîne. Bon, quand même, avec tous ces modèles, on peut tirer une certaine récurrence. Concrètement, le sabre d'abordage, c'est l'outil du quotidien du pirate. Court, brutal, efficace, comptez grosso modo 50 à 70 cm de lame, et souvent elle est plutôt large. Évidemment légèrement courbe avec un sol tranchant, c'est normal, ça reste un sabre. Bon, la garde, vous avez vu que c'était la foire. Parfois simple anneau, parfois grosse coquille protectrice, et parfois une armature qui te recouvre la main comme une mitaine. Toujours avec le même objectif, évidemment, protéger la main pendant que tu balances des coups courts et sales. Côté maniement, comme je l'ai dit, en vrai, c'est tout sauf académique. L'arme favorise la coupe courte, la frappe sèche, le mouvement compact. Dans un pont encombré, tu veux des gestes courts, puissants, pas des moulinets de cinéma. Le sabre de bord, c'est le couteau suisse du pont. Tu peux trancher une corde, ouvrir un tonneau ou régler un compte en moins de 2. Après, si on veut être un petit peu plus sérieux, il y a quand même un petit hic méthodologique. C'est que si tu cherches des traités d'époque sur le maniement du coutelas pendant l'âge d'or des pirates, bon courage. Parce que il n'en existe pas. Ce qui nous reste, ce sont surtout des manuels du 19e, pensés pour former vite les marins aux gestes de base. Bref, de la formation express, pas des leçons d'escrime de salle d'armes. Un des exemplaires souvent cités, c'est le Naval Cutlass Exercise de Henri Angelo le Jeune, qui date de 1813. Mais attention, ce n'est pas un gros traité, une affiche pédagogique, ça fera un super poster d'ailleurs, pour former en express un équipage sans trop réfléchir avant de monter sur le mât. Et il ne tombe pas du ciel, Angelo recycle largement des techniques héritées de son père, qui avait fait des traités de broadsword écossaise et aussi des traités de sabre hongrois. En gros, on a un mix pragmatique entre coupe puissante et position de garde adaptée aux
combat du terrain. Et autre point important, c'est la terminologie. Chez Angelo et dans pas mal de manuels militaires, les positions de garde servent aussi de parade. Autrement dit, la garde, c'est pas juste un simple décor, c'est une position opérationnelle qu'on utilise pour bloquer, rediriger ou riposter. Et c'est plutôt logique quand t'as que 15 cm de recul sur un navire bondé. Mais le plus utile pour nous en termes de sources proches de l'âge d'or, c'est celui de John Godfrey de 1747. Son traité parle de l'épée de cour, de la backsword et de la boxe. Et c'est l'un des plus anciens traités sur le sujet d'ailleurs. Et bingo, la backsword, c'est grosso modo exactement la même arme que le coutelas. Donc quand Godfrey explique des postures et des coups pour la backsword, on tient en réalité un matériau historique ultra pertinent pour recréer les mouvements de combat des pirates. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le coutelas, c'est surtout une arme faite pour couper d'abord. Sa courbure favorise les coups de taille et les entailles. Bon, tu peux aussi estoquer avec, comme finalement avec toutes les armes, c'est juste que ça va être plus ou moins efficace, et là, ça l'est un petit peu. Et de toute façon, les estocs, avec ce genre d'escrime, ça intervient après une parade ou vraiment quand l'adversaire ouvre une brèche. Et une combinaison typique en abordage, c'est évidemment le sabre avec le pistolet. Dans le manuel de Green, dont je parle très largement dans cette vieille vidéo sur le combat d'abordage, mais que vous pouvez toujours visionner, on voit bien cette logique pratique. Le pistolet déchargé, soit parce que vous avez déjà tiré, soit parce que vous n'avez pas eu le temps de vous servir, et il va servir de massue. On peut bloquer les coups de lame avec, parce qu'en général, c'est fait avec du bois très solide, et évidemment, on peut faire très très mal, surtout quand il y a des petites fioritures en métal comme ça. Voilà, ça a une certaine efficacité. Mais dans l'idée, c'est un objet polyvalent, multi-usage. Tu tires, tu le retournes, et après tu vas combattre avec. Et Charles Bénard, un maître d'armes français qui publia le premier traité d'escrime au fleuret français en 1653, il n'était pas tendre avec ce concept. A priori, il fustigeait ceux qui misaient sur la courte épée plus le pistolet, les traitant d'apprentis. Selon lui, ces techniques étaient vraiment faciles à acquérir et manquaient de profondeur martiale. Ouais, il y avait déjà des relous élitistes à l'époque. Traduction, l'escrime des pirates au sabre, c'était efficace rapidement, mais pas très noble pour l'oreille d'un maître d'armes. Bon, maintenant parlons des autres armes qu'utilisaient les pirates, qui souvent, du coup, accompagnaient le sabre dans l'autre main. Déjà, on a évidemment les poignards, On a tous cette image du pirate qui met son poignard dans la bouche quand il grimpe pour aller à l'abordage. Certainement que ça pouvait être vrai, parce que c'est facile de le récupérer. Les poignards de l'époque sont souvent d'une simplicité totale. Courts, robustes, sans grand quillon, des outils qu'on planque dans une manche ou dans une botte, et qu'on utilise autant pour couper un cordage que pour planter un type dans une ruelle. Chez les Britanniques, il y avait même des modèles dédiés aux marins, conçus pour tenir en mer, résister à l'humidité et servir à tout faire, du débitage au règlement de compte. La hache de bord, ça c'est un petit peu l'outil à tout faire qui te permet de découper ou travailler le bois notamment, mais des fois ça peut se transformer en arme très très utile quand t'as pas ton sabre sur toi. À la base, c'est surtout un outil de marin, on l'a d'ailleurs vu dans ma vidéo sur le Tomahawk que je vous invite à aller voir si c'est pas fait, je l'ai sorti il y a pas très longtemps. Conçu pour couper des cordes, défoncer du bois ou justement faire des petits travaux quoi. Bref, elle est partout sur les navires, donc elle finit naturellement par être servie en combat. Côté manuel d'escrime, on n'a rien du tout évidemment. La hache, c'est une escrime très pauvre, il n'y a pas vraiment de technique savante, d'autant que ce modèle-là, pour le coup, n'est pas une arme de base. Là, il n'y a pas vraiment de fioritures, c'est des frappes directes, parfois quelques saisissements ou crochets improvisés. Là, c'est un petit peu à la bonne franquette, on y va à l'instinct. Puis en plus, comparé au sabre, il y a quand même pas mal de handicaps. C'est une arme plus courte, il y a moins d'allonge, tu peux moins te protéger avec, donc va falloir être beaucoup plus mobile, notamment jouer à la Jack Sparrow et grimper sur des caisses pour faire la bagarre, tu vois, ce genre de choses. Et bon, vu que la plupart des belligérants, ils portent pas d'armure, la force pure que peut offrir une hache avec son gros pouvoir d'impact, finalement ça devient un petit peu gadget. Parce que taper fort, oui c'est bien, mais vu que la cible n'a pas d'assez sur elle, un bon coup de coutelas, ça suffit largement en fait. La pique d'abordage, c'est la version courte et qui sent le sel de la lance. En effet, les exemplaires conservés font autour de 2,50 m. Autant vous dire que c'est pas la pique du 16e et 17e siècle qui avoisine les 4 mètres de haut. Et c'est surtout une arme pensée pour tenir à distance quelqu'un qui veut grimper sur ton bateau. Son rôle principal, c'est donc de repousser l'abordage. Elle appartient aux marins de pont, pas aux soldats d'infanterie. Son boulot, c'est de piquer, pousser, détourner, garder l'espace entre deux équipages qui veulent se mélanger, mais pas pour se faire des câlins, si vous voulez. Mais bon, dans l'absolu, les marins, ils l'utilisaient d'instinct, ils n'avaient pas un cursus bac+3 en joute. Après, elle a un avantage net, c'est son allonge. Face à des sabreurs qui utilisent un coutelas de 60 cm, la pique, elle impose quand même pas mal sa loi. Sauf si les mecs arrivent à venir au contact. Et là, l'inconvénient est évident, dans la mêlée et dans le chaos, ta pique, à part si tu sais très très bien te servir de ta rampe, elle va pas vraiment être très utile.
Bref, la pique d'abordage, c'est plus l'arme de contrôle et de défense, mais bon, ça reste un bouc qui pique, c'est simple et efficace, tant que tu restes à la bonne distance. Autre arme qui commençait à être répandue, c'est le fusil baïonnette. C'est l'arme typique des troupes de marine du XVIIIe siècle. Et bah, c'était surtout l'arme des ennemis des pirates. Mais comme ces fusils étaient déjà quand même un petit peu répandus à l'époque, on peut imaginer sans mal que certains forbans avaient réussi à s'en procurer aussi, récupération de pillage ou troc sur le marché noir, ça restait du matériel accessible. Et côté maniement, bah, ça ressemble beaucoup à la lance, la baïonnette sert d'estoc, simple et brutal. Mais le fusil, il a un atout que la lance n'a pas, c'est sa crosse. Avec elle, tu peux quand même mettre des coups qui sont assez vénères. Mais bon, après, ça reste une arme du coup plus lourde qu'une lance, donc les manœuvres sont quand même un petit peu moins fluides. Bon après, pour ce qui est des manuels vraiment datant de l'époque, on est un petit peu orphelin, il va falloir attendre le 19e pour trouver des trucs intéressants. Les plus anciens qu'on a, c'est ceux d'Alexandre Muller, qui date de 1828, ou encore Joseph Pinette, qui date de 1832. Et on y trouve des exercices codifiés, pensés pour former les troupes avec des enchaînements simples, mais c'est pas des traités de maître d'armes à proprement parler. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'escrime à la baïonnette, je vous invite à aller voir la vidéo qui m'a fait un petit peu percer sur internet. Elle date un petit peu, mais les infos sont toujours à jour. Et enfin, étonnamment, on peut citer une dernière arme, l'épée de cour, ce qu'on appelle à tort la rapière, mais c'est pas du tout la même arme. L'épée de cour, c'est la lame fine, rapide et piquante, pas du tout un sabre. Sa lame est longue et fine, entre 70 et 90 cm, parfois plate et parfois triangulaire, donc ultra rigide et ultra pénétrante. Et souvent, la garde, elle est minimaliste, généralement une petite coquille en 8, bref, de quoi te protéger tranquillement la main, quoi. Et là, on est vraiment à l'opposé du sabre d'abordage. C'est une arme de duel, pensée pour des types entraînés. Elle tue à l'estoc. Les coups de taille, très peu pour elle. Autrement dit, si tu te balades sur le pont d'un bateau en uniforme 3 étoiles avec un petit pantalon de velours, ça va plutôt être ton arme. Pas pour le pirate moyen, quoi. Et face à des pirates qui ont des coups là, la doctrine de l'épéiste, elle est assez simple. La distance! On joue l'allonge supérieure, on garde la mesure, on refuse de le faire. Si tu te laisses entraîner dans le corps à corps, t'as déjà perdu. Mais du coup, c'était plutôt une arme de pirate prestigieux, pas du marin d'eau douce moyen. Oui, exactement. On imagine que si un pirate se servait d'une telle arme, c'est que c'était pas joli rigolo, quoi. Il avait quand même des rudiments d'escrime, parce que tu peux pas t'improviser épéiste comme ça. Bon, côté traité, il y en a pas mal, mais ceux qu'on peut adapter au contexte naval, il y en a deux. Celui de Pierre-Jacques Girard, pas plus français comme nom, qui date de 1736, et il est précieux parce qu'il ne se contente pas de jolis duels. Il propose des situations où l'épéiste se retrouve contre des sabreurs. Et au-delà des sabreurs, en fait, il oppose l'épée à pas mal d'armes sales qu'on va retrouver sur le pont d'un navire de pirates, comme par exemple la dague ou encore les piques. Ça tombe plutôt bien du coup. Et cerise sur le gâteau, Girard, c'était un officier de marine. Il connaît donc le combat en mer et les contraintes du pont, donc en fait son traité pour un épéiste, c'est le meilleur pour se battre sur un pont de bateau. Et ensuite, on a Philibert de la Touche qui a sorti un truc en 1670, et en fait, son intérêt, c'est qu'il inclut des coups de taille dans son traité, ce qui fait que c'est plutôt pas mal pour adapter la finesse du duel à la brutalité des abordages. Et voilà, c'est à petit peu près tout ce que je peux vous dire sur l'arsenal des pirates durant l'âge d'or. Ce qui ressort de la piraterie, finalement, c'est que c'est surtout une guerre de survie. Il n'y a pas vraiment de code d'honneur au combat, il n'y a pas de mise en scène, mais surtout de la brutalité, de la ruse, et des coups rapides pour prendre l'avantage. Le pirate, eh bien, il choisissait ses armes comme il choisissait sa vie, avec les moyens du bord, littéralement, du coup. Alors la prochaine fois que vous imaginez un pirate, souvenez-vous que derrière le tricorne et le drapeau noir avec le crâne dessus, il y avait avant tout un marin pragmatique, armé jusqu'aux dents avec ce qu'il avait sous la main, et prêt à risquer sa vie pour une part de butin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit like, lâcher un commentaire si vous avez 5 minutes et évidemment de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et je remercie évidemment YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le code promo en description si vous voulez profiter de plus moins 5% sur les moins 30% du Black Friday. Et en attendant la prochaine vidéo qui sortira comme d'habitude un mardi à 18 h, gardez l'esprit affûté.